Certains chars ont changé le cours de l'histoire. D'autres n'ont changé que le nombre de soldats rentrés dans des sacs mortuaires. Aujourd'hui, nous faisons le compte à rebours des 10 pires chars engagés dans la Seconde Guerre mondiale. Des machines tellement défectueuses, tellement mal conçues, que leurs propres équipages les craignaient plus que l'ennemi. Commençons. Numéro 10. Le cruiser Mark V Covenanter. La Grande-Bretagne a construit près de 1700 exemplaires de ce char. Pas un seul n'a jamais vu le combat. Le Covenanter était miné par un système de refroidissement si mal conçu que les moteurs surchauffaient et se bloquaient pendant de simples manœuvres. Les radiateurs étaient placés de telle manière que les équipages ne pouvaient même pas y accéder pour la maintenance sans devoir démonter partiellement le char. Les équipages de chars britanniques l'appelaient le char le plus fiable de l'armée, car on pouvait compter sur lui pour tomber en panne. Presque 2000 chars, des milliers de tonnes d'acier, des millions de livres sterling et d'innombrables heures de travail. Tout cela gaspillé pour un char, jugé trop peu fiable pour être risqué en combat réel. Il a passé toute la guerre comme véhicule d'instruction, formant des équipages britanniques sur une machine qu'ils n'utiliseraient jamais au combat. Numéro 9. Le type 89, Aigo. Imaginez prendre un char conçu en 1929 et le jeter contre des blindages modernes en 1941. C'est exactement ce que le Japon a fait avec le type 89. Avec seulement 57 mm de blindage, à son point le plus épais, l'Igo résistait à peine aux tirs de mitrailleuses lourdes, encore moins aux armes anti-chars. Son canon de 57 mm à tube court avait une pénétration redoutable et une précision tout aussi redoutable. Mais le Japon était désespéré. Il n'avait rien de mieux. Alors ils ont continué à envoyer ces reliques au combat pendant toute la guerre du Pacifique. Face au M3 Stuart et au M4 Sherman, le type 89 n'avait aucune chance. Il incarnait tout ce qui n'allait pas dans les forces blindées japonaises. Des conceptions dépassées, une capacité industrielle faible et une doctrine militaire qui n'a jamais vraiment valorisé les chars. Numéro 8. Le M3 Lee Grant. Le M3 Lee était la phase adolescente et maladroite de l'Amérique en matière de conception de chars, haut de près de 10 pieds. C'était une énorme cible. Sur n'importe quel champ de bataille, c'était comme s'il criait « Tirez sur moi d'abord ». Son canon principal de 75 mm était monté dans un sponson de coque côté droit. Cela voulait dire que tout le char devait pivoter pour viser. Et la rotation latérale était très limitée. Pendant ce temps, un canon plus petit de 37 mm se trouvait dans une tourelle rotative au-dessus. Résultat, un équipage de 7 hommes faisait fonctionner 2 canons différents. Ils étaient rarement utiles en même temps. Les équipages britanniques qui l'ont reçu au titre du Lend-Lease l'ont rebaptisé Grant. Ils ont essayé de tirer le meilleur d'une mauvaise situation. En Afrique du Nord, sa haute en faisait une proie facile pour les canons anti-chars allemands. Un tankiste britannique l'a décrit ainsi. Une usine sur chenille, trop grosse pour se cacher et trop maladroite pour se battre. Le Lee a toujours été une solution provisoire, en attendant l'arrivée du Sherman. Tout le monde le savait. Les équipages le savaient. Et le savoir ne rendait pas moins terrifiant le fait d'y monter. Numéro 7. Le T-26. Quand l'opération Barbarossa a commencé en juin 1941, l'Union soviétique avait plus de chars que l'Allemagne. Ce qu'elle n'avait pas, c'était de bons chars. Le char léger T-26 en était l'exemple parfait. Issu d'un modèle britannique du début des années 1930, il n'avait que 15 mm de blindage presque partout. Les canons anti-chars allemands de 37 mm pouvaient le percer à plus d'1 kilomètre. Même des mitrailleuses lourdes pouvaient le percer à courte portée. Les équipages soviétiques les appelaient « cercueils sur chenilles ». Dans les 6 premiers mois de Barbarossa, des milliers ont été détruits. Pas dans des barouds d'honneur héroïques,
mais dans des massacres à sens unique où les artilleurs allemands avaient à peine besoin de viser. Le T-26 représente l'un des chapitres les plus sombres du front de l'Est. Des tankistes soviétiques y mouraient dans des machines incapables de les protéger, en combattant une doctrine qui privilégiait la quantité à la qualité. Numéro 6. Le char d'infanterie marque un Matilda. La Matilda d'origine n'avait qu'un atout, un blindage épais. Tout le reste fut un désastre. Il rampait sur le champ de bataille à une vitesse maximale de 8 miles par heure. Un soldat pouvait trottiner plus vite. Son canon de 2 livres, déjà obsolète au début de la guerre, est devenu totalement inutile à mesure que les chars ennemis s'amélioraient. Dès 1942, le Matilda ne pouvait plus percer le blindage frontal de la plupart des chars allemands. Il était trop lent pour les déborder. Trop lent aussi pour se replier. En Afrique du Nord, la chaleur était insupportable. Le compartiment de l'équipage se transformait en four. Les tankistes s'évanouissaient et d'épuisement dû à la chaleur pendant les combats. Certains équipages coinçaient les trappes ouvertes en plein combat. Ils sacrifiaient la protection juste pour respirer. Le Matilda avait été conçu pour la guerre de tranchées, à la manière de la Première Guerre mondiale. Au lieu de cela, on l'a jeté dans la guerre mobile de la Seconde Guerre mondiale. Là, la vitesse et la puissance de feu comptaient plus que le blindage seul. C'était le mauvais char pour la mauvaise guerre. Numéro 5. Le Type 94 Teke. Soyons honnêtes, le Type 94 n'était pas vraiment un char, c'était un cercueil motorisé. Cette chenillette japonaise pesait moins de 3,5 tonnes. Son blindage n'avait que 12 mm d'épaisseur. Des tirs de fusil pouvaient la percer. Un soldat déterminé avec une pioche pourrait sans doute la traverser. Son seul armement était une mitrailleuse de 6,5 mm, la même arme que portait l'infanterie japonaise. 2 hommes tassés dans un espace à peine plus grand qu'une cabine téléphonique. Pas de place pour bouger, pas de protection. Aucun moyen réaliste de combattre les blindés ennemis. Le Type 84 était conçu pour la reconnaissance et l'appui de l'infanterie. Mais en pratique, c'était juste une façon de faire tuer 2 soldats plus vite que s'ils avaient été à pied. Plus de 800 ont été construits. Chacun représentait un gaspillage de ressources dont le Japon avait désespérément besoin pour de vrais véhicules de combat. Numéro 4. Le Type 95 Hago. Le Hago était le char japonais le plus produit de la guerre, avec plus de 2000 exemplaires construits. Il était aussi l'un des plus meurtriers pour ses propres équipages. Le canon de 37 mm du Hago ne pouvait pas percer le blindage des Sherman américains sous aucun angle. Pendant ce temps, toutes les armes américaines traversaient le blindage mince du Hago comme du papier de soie. Le char roulait à l'essence, pas au diesel. Cela signifiait que tout impact pénétrant provoquait en général un feu immédiat. Dans les campagnes des îles du Pacifique, les marines américains craignaient moins les Hago que l'infanterie ennemie. Ils les appelaient des cercueils d'acier. Ils ont mis au point des tactiques spécifiques pour les brûler. Les lance-flammes pouvaient percer le blindage mince et incinérer l'équipage à l'intérieur. Les équipages de chasseurs de chars ont déclaré qu'ils plaignaient les équipages de Hago. Puis ils les tuaient quand même. Les tankistes japonais savaient qu'ils roulaient vers des pièges mortels. Ils savaient que leurs chars étaient obsolètes. Mais le code du Bushido exigeait qu'ils se battent quand même, dans des machines qui garantissaient leur mort. Numéro 3. Le M3 Stuart. Attendez, le Stuart, ce n'était pas un char efficace. Oui, en 1941. En 1943, c'était un piège mortel. Le canon de 37 mm du Stuart, suffisant au début de la guerre, est devenu totalement inutile contre les blindages allemands et japonais améliorés. Il ne pouvait pas percer un Panzer IV de face. Il ne pouvait rien faire à un Tiger. Pendant ce temps, chaque canon de char ennemi pouvait facilement détruire un Stuart.
Les équipages américains l'ont surnommé la boîte à Purple Heart, car être touché dedans garantissait une perte. Son profil haut le rendait facile à repérer et à viser. Son blindage mince donnait une confiance trompeuse. Et pourtant, les États-Unis continuaient à en fabriquer. Ils continuaient à y envoyer des équipages. Car l'élan industriel est difficile à arrêter. Les tankistes mutés des Sherman aux Stuart décrivaient cette mutation comme une punition. Dans le théâtre du Pacifique, certains équipages soudaient des plaques de blindage supplémentaires sur leurs Stuart. Tout pour améliorer leurs chances. Cela aidait rarement. Numéro 2. Le Panzer III. Cela peut vous surprendre. Le Panzer III était un excellent char en 1940 et en 1941. En 1943, c'était une condamnation à mort. Le problème ne venait pas de la conception. Le problème, c'est que l'Allemagne continuait à l'utiliser, bien après qu'il était devenu obsolète. Le canon de 50 mm du Panzer III ne perçait pas le blindage frontal d'un T-34. Son propre blindage ne stoppait pas les canons soviétiques de 76 mm, ni les canons américains de 75 mm. Sur le front de l'Est, les équipages appelaient l'affectation dans une unité de Panzer III la courte paille. Mais l'Allemagne ne pouvait pas arrêter la production. Les usines étaient outillées pour cela. Les chaînes d'approvisionnement étaient en place. Alors, ils ont continué à en produire, à les envoyer au front et à faire tuer des équipages dans des machines que tout le monde savait obsolètes. Un tankiste allemand l'a écrit dans son journal. Ils nous ont donné des Panzer III pour l'offensive de Koursk. Là, on a compris que le commandement nous avait abandonnés. Les chars modernes allaient à la SS. Nous, on recevait des cercueils. Numéro 1. Char d'infanterie. Mark IV Churchill. Le Churchill prend la première place. Pas parce qu'il était le plus mal conçu, mais parce que c'était le désastre le plus décevant. Son baptême du feu, c'était le raid de Dieppe, en août 1942. Sur les 30 Churchill qui ont débarqué, aucun n'a quitté la plage. Certains ont perdu leurs chenilles sur les rochers. D'autres ont été détruits par les canons antichars allemands. La plupart sont tout simplement tombés en panne. La fiabilité mécanique était si médiocre qu'on ne pouvait pas compter sur les Churchill pour parcourir quelques centaines de mètres sans panne. Les premiers Churchill portaient un canon de 2 livres. Les chars allemands avaient des armes de 75 mm. On demandait aux équipages britanniques de combattre des chars 3 fois plus puissants, avec un canon à peine suffisant pour des voitures blindées. Le char Churchill était terriblement lent. Sa vitesse maximale était de 15 miles à l'heure. Et encore, sur route. Hors route, il atteignait à peine 8. Cela voulait dire que les équipages des Churchill ne pouvaient pas se replier devant des forces supérieures. Ils ne pouvaient pas déborder les positions ennemies. Ils ne pouvaient qu'avancer lentement et espérer ne pas être touchés. Un chef de char Churchill a écrit « Le char a un excellent blindage. Il grimpe des pentes impossibles. Dommage qu'il ne tire pas droit. Il tombe sans cesse en panne. Il avance plus lentement que l'infanterie qu'il est censé appuyer. » Il a fallu attendre 1943 pour que des Churchill améliorés deviennent simplement acceptables. Ils avaient de meilleurs canons et une fiabilité améliorée. À ce moment-là, des milliers de tankistes étaient déjà morts dans les versions antérieures. La Grande-Bretagne a gaspillé d'énormes ressources dans une conception fondamentalement défectueuse. Des ressources qui auraient pu produire plus de Cromwell ou permettre d'importer plus de Sherman.